Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, merci de vous abonner. Jean-Pierre Fabre, reçu par Joachim sur la station radio Victoire FM. Il nous dit tout, il nous dévoile tout ce qu'il a sur le cœur, franchement, concernant le changement de la Constitution de A à Z jusqu'au report des élections législatives. Vraiment, ça a été un débat chaud. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser suivre tranquillement. Prenez votre café à côté et suivez tranquillement. Laissez en commentaire ce que vous pensez, vos propositions, les suggestions. Et là où il a parlé de l'argent aussi, bon, arrivez là-bas, dites-moi ce qu'il a dit, dites-moi en commentaire comment vous pensez en tant qu'opposant. Bon, il a dit quelque part, ils n'ont pas d'argent, tout ça là-bas. Comment vous trouvez? Bon, je vous laisse suivre la totalité de l'émission. Merci de vous abonner et liker la vidéo, partager. L'opposition togolaise et certaines organisations de la société civile sont en colère. Et pour cause, l'adoption le 25 mars dernier dans la nuit profonde par les députés d'une constitution qui basculait le pays dans une nouvelle république, autrement dit la 5e. Et le énième report du double scrutin initialement prévu pour le 20 avril à une date ultérieure est également une des causes de la colère de la classe politique de l'opposition. Mais cette opposition fait descendre dans les rues les populations pour protester contre la loi votée et la non-organisation à temps des élections. Mais qu'est-ce qui constitue au juste le point central et que l'opposition aujourd'hui soit amenée à fulminer une colère indicible contre ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Pour plus de détails sur les réelles préoccupations de la classe politique de l'opposition, nous avons en studio avec nous le président national de l'Alliance nationale pour le changement, M. Jean-Pierre Fabre. Alors, M. Jean-Pierre Fabre, encore une fois, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président national de l'ANC, le parti qui a positionné des candidats pour le double scrutin qui devrait se tenir le 20 avril dernier, mais reporté à une date ultérieure. Si peut-être vous avez déjà une idée sur la nouvelle, vous nous le direz tout à l'heure. Alors, le report a été fait à la veille de la campagne électorale. Est-ce que les raisons qui ont été évoquées par le communiqué du président de la République ont comblé vos attentes par rapport à ce report? Évidemment pas du tout. Le chef de l'État, je pense, à l'issue d'une rencontre, c'est ce que dit le communiqué, à l'issue d'une rencontre avec le bureau de l'Assemblée nationale, a décidé de reporter la date du scrutin en précisant que c'est pour permettre une consultation donc du bureau de l'Assemblée nationale avec ce qu'ils ont appelé les acteurs de la vie nationale. Eh bien, nous ne sommes pas du tout satisfaits. Chacun s'est préparé. Et vous vous retrouvez à la veille du scrutin où les choses s'activent surtout, et puis vous apprenez, paf, la date du scrutin a été reportée. L'entrée en campagne ne peut pas avoir lieu quelques heures après. D'abord, le système que nous pratiquons, le régime politique que nous pratiquons, consacre une séparation des pouvoirs. Le chef de l'État ne peut pas recevoir le bureau de l'Assemblée nationale, il peut le recevoir, discuter, mais lui donner des instructions pour aller propager la bonne nouvelle du changement de régime, non, pas du tout. Ça ne peut pas se faire. Ensuite, le chef de l'État reçoit le bureau d'une Assemblée nationale dont le mandat est arrivé à expiration.
a-t-il décidé lui-même de s'octroyer la capacité de proroger le mandat comme la loi ne le lui permet pas? Et donc, mais il se base sur l'article 52, son dernier alinéa. Non, vous savez, ça fait pitié. Parce que l'article 52 qu'on invoque pour justifier cette forfaiture, on ne peut pas l'invoquer. Quand on lit bien l'article, écoutez, je ne suis pas sûr d'être très fidèle, mais je vais essayer de vous dire de tête. On dit l'Assemblée nationale sortante, soit par fin de mandat ou par dissolution, on reste en place jusqu'à l'installation de son successeur ou quelque chose comme ça. Soit par fin de mandat, il reste en place. Oui. Mais rester en place hors mandat vous débarrasse des prérogatives de la fonction. Attendez, non, allez-y. Restez, vous restez pour faire quoi? Justement, pour expédier les affaires courantes. Et modifier une constitution ne relève pas des affaires courantes. Et expliquer après coup ne relève pas des affaires courantes. C'est très grave. Donc, écoutez, un petit exemple. Supposons, on dit soit par fin de mandat ou soit par dissolution. Supposons par exemple que le chef de l'État dissolve l'Assemblée nationale. Mais donc, la loi dit il reste en place. Et il reste en place pour modifier la loi et dire au chef de l'État, écoutez, vous ne pouvez pas nous dissoudre. Donc, quand on réfléchit un peu, tout ça est surréaliste. Et ça ne peut arriver qu'au Togo. Des interprétations bidons qu'on sait et qu'on ne peut pas faire. Oui, mais attendez, je vous pose une question. Non, mais c'est vous qui pose, mais moi aussi la question à l'auditoire. Non, je vous pose à vous une question. Non, parce que on est en plein débat. Oui. Supposons par exemple, dans la situation là, est-ce que, puisqu'ils sont en place, là, est-ce que le chef de l'État peut les dissoudre? Peut dissoudre l'Assemblée nationale actuelle? La question est posée à qui de droit? À tout le monde, y compris à vous. Non. Est-ce que le chef de l'État, dans la situation actuelle, il se dit que je dissous l'Assemblée nationale, il ne peut pas, puisqu'ils sont déjà, il ne peut pas les dissoudre, puisqu'ils n'ont plus d'objets, ils sont là comme ça. Ils n'ont plus de base légale ou bien de légitimité? Ils n'ont plus de légitimité. Oui, ils sont hors mandat. C'est la première fois que ça arrive au Togo. Vous-même, vous aviez fait l'expérience de prorogation de mandat quand vous étiez à l'Assemblée nationale. Très bien. Vous voyez, vous répétez les mêmes choses que ce que dit UNIR. Mais ce n'est pas ça, c'est la réalité. Non, se tient au fait. Ce n'est pas la réalité. Ça s'est passé, oui ou non, Monsieur le Président? Ça s'est passé avec un dialogue. Oui, il ne faut pas dire, on dit des choses. Nous ne sommes pas amnésiques. J'ai entendu ces arguments. Ces arguments ne valent rien. Parce que il y avait des discussions Togo Télécom, des discussions qui ont fait avec Monseigneur Bariga. Bon, alors, oui, on oublie ces choses. Ça s'est passé avec des discussions. Là, vous avez dit, ça m'a fait sourire, que nuitamment, dans la nuit profonde, ça a été fait. Pourquoi? Et puis, soyons sérieux. Vous savez, vos auditeurs suivent bien les choses. On va leur donner quelques explications. Il y a un mandat, c'est ça? Il y a un mandat, il y a un délai. Quand on parle de mandat, il y a ce qu'on appelle un mandant et un mandataire. Le mandant, c'est celui qui donne le mandat. Le mandataire, c'est celui qui exécute le mandat. Bon,
Donc, aujourd'hui, le mandataire, hein, c'est les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Ils reçoivent un mandat. C'est les représentants. Mais ces mandataires, est-ce qu'ils remplacent le mandant ou bien est-ce qu'ils le représentent? Ils ne peuvent jamais remplacer le mandant. Ils représentent. Qui sont les mandants. Voilà, les mandants. Donc, à partir de ce moment-là, le mandataire ne décide pas à la place du mandat pour aller expliquer au mandant après coup qu'il a pris des décisions. Ça ne peut jamais se faire. Mais comment le mandataire, je vous mets là-bas pour me représenter, il y a un problème, vous revenez me voir. Et je vous dis, faites ceci, faites ceci, faites cela. Vous ne pouvez pas décider à ma place et venir m'expliquer après coup pourquoi vous avez agi comme ça. C'est ce qu'on appelle raisonner à l'envers. Est-ce que ce n'est peut-être pas suite à vos pressions qu'ils veulent remettre les choses à l'endroit en allant maintenant vers leur mandant? Non, c'est fini. Oui, c'est avant qu'il fallait faire. Si le mandat n'avait pas expiré, nous sommes dans le cas d'un mandat qui a expiré. Vous ne pouvez pas agir hors mandat. Le mandant ne vous a pas dit, je vous proroge votre mandat. Quelle est cette bouillabaisse? Quel est ce désordre qu'on crée au Togo pour perturber les populations? On prend des décisions à leur place et après on va leur expliquer pourquoi on a pris ces décisions. Non, je crois qu'il faut être sérieux. Il faut que cette crise-là, ce qui se passe là, ça indique aux Togolais qu'ils doivent, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils doivent se réveiller, se prendre en main face à un pouvoir dont la seule obsession est de préserver. Peut-être vous faites allusion aux manifestations qui sont projetées dans la semaine, on va y revenir tout à l'heure, mais je reviens encore au report du scrutin. Est-ce que cela, puisque vous avez dit que vous étiez prêt, est-ce que cela vous a été préjudiciable? Mais évidemment. D'abord, il y a le préjudice psychologique de quelqu'un qui subit un coup de force. Vous êtes là, vous êtes prêt, vous mettez tout en place, ce qui n'est pas facile, et puis vous vous trouvez dans la situation, vous ne pouvez plus avancer parce que quelqu'un a décidé unilatéralement. Oui, unilatéralement. Eh bien, selon le communiqué, c'est pour le chef de l'État a exprimé qu'il était à l'écoute de la population. Bon, c'est comme je viens de vous le dire, c'est avant de faire voter la loi qu'il devait être à l'écoute. Ce n'est pas après. J'ai dit quelque part qu'il ne faut pas raisonner à l'envers. Ce n'est pas la queue qui secoue le chien, mais c'est le chien qui secoue la queue. Donc, nous ne nous amusons pas à faire les choses. Il était à l'écoute. Mais quand on est à l'écoute, on fait les choses dans les règles. Le mandataire ne peut pas décider à la place du mandant. Oui, mais dès lors qu'on lui a confié les charges, c'est qu'on doit faire en son nom. Qui lui confie? Oui, mais ils sont partis en vos noms, en mon nom, pour voter les lois, etc. Non, il ne peut pas. Il doit venir me voir d'abord. Dès lors que le mandat est arrivé à terme? Même si le mandat n'était pas arrivé à terme, le mandataire ne peut pas décider dans l'ignorance du mandant. Le mandataire ne décide pas dans l'ignorance du mandant. Il doit prendre des instructions. C'est ça le travail. Si vous représentez quelqu'un, vous ne le remplacez pas. Alors si vous le représentez, votre devoir est d'aller vous renseigner, vous informer. Patron, qu'est-ce que je dois faire? On te dit, ah, attention, ça, tu peux pas. Et comment il devrait procéder pour avoir toujours l'avis des mandants?
c'est le débat national. C'est le débat national. Le peuple a la parole. D'accord. Et dans un communiqué ou une déclaration conjointe la dernière fois avec d'autres partis politiques, vous avez dénoncé le report qui a été opéré et vous avez évoqué dans votre communiqué le décret. Vous m'avez parlé de des préjudices subis. J'ai parlé de préjudice psychologique, mais le préjudice matériel. Nous avons commandé des affiches qui portent la date du 20 avril. Tout ça, il faut les remplacer. C'est des millions. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons même pas bénéficié du financement public de la campagne, puisque nous étions la veille. Nous n'avons pas bénéficié. Et donc, nous allons leur intenter une action en justice. Ah oui, en dommages et intérêts. Ils vont payer. L'ANC ou bien la coalition qui ne dit pas encore son nom? Pour le moment, je parle de l'ANC. D'accord. Et je propose à mes collègues de faire de même. Et je propose à tous les partis politiques qui ont subi des préjudices, et je suis persuadé que la plupart, tout le monde a subi des préjudices. Oui, Gilbert aussi en parlait tout à l'heure. Il faut les poursuivre. Bon, je ne suis pas juriste. Dommage et intérêt. Non, c'est recours pour abus de pouvoir ou quelque chose comme ça. Donc peut-être vos conseils vous trouveront les termes appropriés. Exactement. Oui, mais quand même le pouvoir pourra se défendre en disant que c'est pour l'intérêt national, pour qu'il n'y ait pas de quiproquos, des incompréhensions. Sinon, là je vais me référer au ministre Gilbert Barra qui disait la dernière fois, si on va aujourd'hui aux élections, sur la base de quelle constitution? Étant donné qu'une nouvelle a été adoptée, mais le chef de l'État ayant pris la mesure de la situation de tout ce qui se passe dans le pays, a instruit l'Assemblée à une élection. Il pose la question à qui? Il sème le désordre avec leur pratique habituelle, leur refus de respecter la loi, parce que la loi encadre tout ça. L'essentiel est de respecter la loi. Mais comme nous sommes au Togo, un pays malade, où l'État est au-dessus de la loi, ils font ce qu'ils veulent. Après, ils viennent dire, mais vous savez, ce qu'il dit, il ne croit pas si bien dire. Nous avons décidé d'aller à des élections en nous organisant pour utiliser une loi qui existait. Nous allons aux élections, puis nous allons nous retrouver élus, être obligé d'appliquer une loi qui a été votée alors qu'on n'en était pas informé. Vous voyez tout le désordre qu'il crée. Et il vient poser une question, mais il doit se poser d'abord la question. Oui, mais la dernière fois, vous évoquiez par rapport au report que l'élection avait été organisée sur la base d'un décret. L'appel, le corps électoral a été convoqué par décret. Oui. On ne peut pas annuler ce décret par un simple communiqué, même si ça provient du président de la République. Mais nos juristes sont formels. Ah bon? Mais comment vous pouvez... C'est un décret qui doit annuler, annoncer le report. Et ils ne disent pas report d'élection, mais léger réaménagement. Voilà le terme employé. Mais il ne faut pas qu'ils prennent les gens pour des idiots. Léger réaménagement, c'est un report. Ah bon? Même, oui. Un léger remaniement, réaménagement, c'est un report. Et tout ça doit se faire dans les règles. Il existe des règles qui encadrent tout cela. Si on ne le fait pas, après on s'interroge sur les conséquences. Eh bien, je crois que... Alors, toujours par rapport à la loi qui est votée et que l'opposition n'est toujours pas d'accord, ensemble avec d'autres formations politiques, vous n'êtes pas du tout d'accord sur ce qui se fait. Alors, Monsieur le Président, est-ce que l'ANC veut que le test soit retiré ou bien que le test soit amélioré? C'est simple. Nous voulons que le test soit retiré. Pourquoi? Bien, parce qu'il a été adopté, voté par une Assemblée nationale hors mandat. Vous savez,
personne ne conteste que ça a été fait hors mandat. Personne, y compris ceux qui l'ont fait. Oui, lorsque vous invoquez le dernier alinéa de l'article 52, on dit l'Assemblée nationale sortante. Donc, c'est clair que c'est hors mandat. Sortante, soit par fin de mandat, ou soit par dissolution. Donc, nous sommes ici. Là, on parle de fin de mandat. Le mandat est fini. Donc, il faut retirer le test. Je viens de vous dire que le mandataire ne peut pas décider à la place du mandant et lui demander après coup d'accepter. Oui, mais tout le tollé auquel on assiste, tous les remous auxquels l'on assiste aujourd'hui, on n'a pas vu la même chose par rapport au fait que cette même assemblée sortante ait augmenté le nombre de députés. Monsieur le Président. Ah bon? Oui. Est-ce que vous avez... Vous voulez faire ce débat avec moi? Non, c'est une question. Non. Mais écoutez, moi j'ai saisi la Commission nationale des droits de l'homme sur la question de l'augmentation et de la répartition des députés sur les régions. Et j'ai dit que cette répartition, elle traduit une discrimination au sein de la population. Il y a des populations qui sont supérieures à d'autres, selon les régions de résidence ou d'habitation, etc. Et donc, j'ai saisi la Commission nationale des droits de l'homme qui a, dans ce qu'ils ont appelé un rapport d'investigation, dit ceci. Ils disent les préoccupations, je cite, les préoccupations relatives au découpage électoral sont réelles et récurrentes et nécessitent un règlement urgent. Et donc, le pouvoir a fait ce qu'il a voulu faire. La Commission nationale des droits de l'homme, que j'ai saisi de nouveau, a préféré enfuir la tête dans le sable et puis a continué parce que nous sommes au Togo et que toutes les institutions sont inféodées au pouvoir en place. Mais vous n'avez pas mis en cause ceux qui ont voté cette augmentation. C'est pas, vous savez, j'ai dit et répété partout, sauf si vous ne m'avez pas suivi, que ce que nous disons, ce que nous demandons n'est pas l'augmentation. Ce que nous disons, c'est la répartition équitable. Et là, vous m'obligez à encore vous dire quelque chose. Vous connaissez l'article 5 de la Constitution de la République togolaise. Article 5. Le suffrage est quoi? Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. C'est ça, non? Bon, si ma mémoire ne m'abuse pas. Là, est-ce que vous vous êtes jamais demandé qu'est-ce qu'il y a dans le suffrage est égal? Oui, mais jusque-là, moi, je ne m'en tiens pas au fond par rapport au nombre de répartitions. C'est-à-dire, moi, je disais, c'est-à-dire, c'est les mêmes députés qui ont opéré cette réforme et que cela suscite de la réprobation. C'est les mêmes qui ont également augmenté le nombre de députés, mais cela n'a pas suscité un levier de bouclier comme cela l'est maintenant. J'ai dit que mon problème n'est pas le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Ouais, je l'ai dit et j'ai répété plusieurs fois. Mais je reviens à la question que je vous posais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire égal? Qu'est-ce que ça veut dire égal? Égal, ça veut dire que tous les députés... Vous savez comment on définit l'égalité devant le suffrage? On dit que l'égalité devant le suffrage se définit par une fraction.
se définit par une fraction dont le numérateur est le nombre de population et le dénominateur le nombre de sièges. Ça, c'est ce qu'on appelle le quotient de représentativité qui doit être égal de Lomé jusqu'à Sinkassé. Or, si vous prenez la répartition sur le territoire, vous voyez bien que Blita, la préfecture de Blita, qui a 160 000 habitants à peu près, a 4 sièges. Vous prenez la préfecture de Zion, qui a 500 000 habitants en plus, a également 4 sièges. Ce qui fait que le quotient de représentativité, ça veut dire un député représente dans le Zion 125 000 personnes et un député représente dans le Blita 40 000 personnes. C'est ce qui est le problème du Togo. Donc le quotient de représentativité n'est pas équitable ou égal. Ça veut dire que ça traduit une sous-représentation de certaines zones et une sur-représentation de certaines zones. C'est ça le problème sur lequel il faut se pencher, qu'il faut résoudre. Avant de penser faire un régime parlementaire, vous devez résoudre ce problème d'abord de l'équité de la répartition. Si vous me dites que c'est des députés hors mandat qui ont fait ça, je suis d'accord avec vous. Mais je dis, mon problème, ce n'est pas le nombre de députés, vos 113 dont vous parlez là, c'est la répartition équitable qui ne fait pas du Togo une Afrique du Sud. Ouais. Et pourtant, toute la classe politique de l'opposition participe à cette élection sur cette base. Non. Même si le quotient de représentativité n'est pas égal à tous les niveaux donnés. Un processus qui se fait unilatéralement, si vous voulez, c'est-à-dire en fait tout ce que souhaite le régime, lorsqu'il procède unilatéralement à l'organisation des élections, c'est que fâché, vous vous retirez du processus. Nous ne voulons pas nous retirer du processus. Donc plus de boycott cette fois-ci. Tout est mauvais, mais nous sommes dedans. Oui, mais vous êtes dedans, et en ce moment-là, est-ce pour simple figuration, ou bien pour aller gagner, ou bien avoir seulement quelques sièges? Pourquoi vous dites ça? La population, elle sait que ce qui se passe est mauvais. Elle doit participer massivement pour corriger les anomalies du processus. Et donc, votre sanction... En allant voter, oui. Votre sanction dans les urnes. Oui. C'est ce que nous demandons à la population. Et la population, vous savez, nous ne pouvons rien faire. Notre devoir est d'informer la population de ce qui se passe. Et la population, c'est elle, vous avez dit tout à l'heure, c'est elle qui est le mandant. C'est elle qui a la souveraineté. Donc c'est elle qui sanctionne. Et donc elle doit sanctionner. Elle doit sanctionner. Vous savez, nous avons de grandes oreilles. Elle doit sanctionner si référendum il y a, parce que tout le monde se demande ce qu'ils sont en train de faire là, qu'est-ce qu'il y a à la base. Ils sont en train de faire une campagne pour le référendum. Si référendum il y a... Donc les consultations, vous lisez cela comme étant des préparatifs pour le référendum? Oui, moi je dois être... Je dois réfléchir. En tant que responsable politique de l'opposition, je dois réfléchir. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Comme je ne leur critique jamais d'intention honnête, je me dis, ils sont en train de faire campagne. Parce que ils sont en train de faire campagne pour le référendum. Ils pensent nous surprendre ou surprendre les populations qui seront peut-être un peu perdues. Moi je leur dis, en cas de référendum associé avec le scrutin, le double scrutin, oui, en cas de référendum, sanction massive.
Ouais. Dans les donc, trois. Autrement dit, s'il vous invite l'ANC à ces consultations, Ouais. vous irez, vous répondrez favorablement ou Qu'est-ce qui quelle les sera la autorise à m'inviter? Est-ce que c'est les instructions du chef de l'État? Je vous ai dit en début d'émission que le chef de l'État, étant donné la séparation du pouvoir, ne peut pas donner des instructions au bureau de l'Assemblée nationale. Vous savez, quand on prétend vouloir changer une constitution, il faut quand même savoir comment ça fonctionne. Hein? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et donc, il n'a aucune autorité pour demander à l'Assemblée nationale d'aller propager la nouvelle du changement de constitution. Donc, vous, la consultation, vous voyez aller propager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du changement. À maintes reprises, vous répétez cela. La bonne nouvelle du changement de constitution. Donc, ce n'est pas une consultation, en fait, selon vous? Une consultation pour faire quoi? Recueillir les avis. Mais c'est moi qui ai parlé à la place de M. Bawara. Vous avez cité M. Bawara tout à l'heure. Donc, vous le suivez bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce n'est pas pour remettre en cause le vote. Supposons que leur consultation bidon là débouche sur un refus des populations. Vous croyez que tel qu'ils se comportent habituellement, ces gens viendront nous dire bon, les populations que nous avons consultées ne sont pas d'accord et donc nous retirons. Pourquoi M. Bawara dit-il que ce n'est pas pour retirer? Donc, je vous dis... ce n'est pas possible le retrait, pourtant vous le demandez. Oui, moi je demande. Je demande, c'est la raison pour laquelle j'invite les populations aux manifestations jeudi, vendredi, samedi prochain. Ouais. Alors, Monsieur le Président, à vous écouter, c'est comme si on vous appelle, l'ANC ne répondra pas à cette consultation. Non. J'ai déjà dit, je vous ai dit, ils n'ont pas qualité, le chef de l'État n'a pas qualité pour donner des instructions au bureau de l'Assemblée nationale. De même, le bureau de l'Assemblée nationale, dont le mandat a expiré, ne peut pas discuter avec nous. Vous n'êtes pas d'accord et on vous demande, venez nous dire ce sur lequel vous n'êtes pas d'accord. On l'a déjà dit. Est-ce que vous ne pouvez pas y aller? Non, écoutez, il faut éviter ces attitudes qui ne nous ont jamais rien donné de pratiques togolaises. C'est ça, non? On dit, vous n'êtes pas d'accord, mais allez, vous avez déjà dit que vous n'êtes pas d'accord. Allez encore le répéter. Non, on n'est pas d'accord. On a rendu public un communiqué qu'ils ne sont pas habilités à faire ça. Donc, est-ce qu'on va encore se répéter? On n'ira pas. À vous écouter ces derniers temps sur, que ce soit au cours des conférences de presse que vous avez organisées collégialement, conjointement avec d'autres formations politiques, vous avez dit que tout ce qui se passe, c'est un subterfuge pour que le président Faure se maintienne au pouvoir. Oui. Également, vous avez évoqué que tout porte à croire que le Togo serait une terre ou disons un champ d'expérimentation d'un certain nombre de projets. Qu'est-ce que vous insinuez? Donc il y a deux sujets que vous évoquez. Le premier sujet, c'est le subterfuge pour rester au pouvoir. Bon. Tout ce bruit qu'on fait, le changement de constitution, tout cela, vous n'avez pas vu que c'est fait pour servir M. Faure Gnassingbé? Ah bon. Vous savez, en français, subterfuge, ça veut dire ruse, une sorte de malice. Artifice, malice, artifice, échappatoire. C'est ça que le français donne comme définition ou synonyme de subterfuge. Et donc c'est fait pour passer d'un régime à un autre. J'ai dit, pour faire en sorte que M. Faure Gnassingbé échappe à la limitation du mandat. Et vous avez dit vous-même cela tout à l'heure, en présentant les deux têtes de l'exécutif. Vous avez dit, le président de la République qui a un rôle
symbolique honorifique a un mandat de 6 ans, non renouvelable. D'accord? Oui. Mandat limité. Oui. Ensuite, le président du conseil. Il est l'homme fort de l'exécutif. Donc je crois que c'est le poste qui intéresse M. Faure Gnassingbé. C'est pour ça qu'on a fait toutes ces choses. Et donc, lui, il échappe à la limitation du mandat. Dès lors que le parti qu'il préside organise des élections de manière unilatérale ou frauduleuse, etc., et prétend les avoir gagnées, lui, il est toujours là. Il fait 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, ça n'intéresse personne, il est toujours là. C'est son obsession de demeurer au pouvoir qui amène, excusez-moi, ce changement de régime. Mais les populations ne sont pas dupes. Alors, Monsieur le Président, nous allons revenir tout à l'heure pour la suite. Ça, c'est le premier point. Oui, c'est le premier point. Maintenant, pour le deuxième point, le deuxième qui concerne un champ d'expérimentation. On va marquer la pause. Vous y avez apporté des éléments. Maintenant, par rapport au deuxième cas, vous aviez également dit sur les antennes de RFI que le Togo devient, tout porte à croire que le Togo devient un champ d'expérimentation pour des affairistes panafricains. Oui, des affairistes africains qui se réclament du panafricanisme. Vous savez, nous avons suivi un peu les explications, les thèses de ces gens. Et ces thèses coïncident exactement avec ce que, avec le changement de régime, les mêmes termes. Le président du conseil qui dirige l'exécutif, etc. Tout ça se trouve dans les thèses de ces fameux affairistes panafricains qui se réclament donc du panafricanisme. Donc, pour moi, il est clair que tout ceci, tout ce bruit-là est dû à des gens qui ont rencontré un chef d'État, j'ai déjà dit opportuniste, qui veut utiliser ces choses pour satisfaire ses ambitions personnelles. Rester au pouvoir. À partir du moment où le président du conseil ne subit pas de limitation du mandat, ça lui convient exactement. Personne n'a plus les yeux rivés sur la limitation du mandat du président de la République. Et les gens constatent simplement, au fur et à mesure des élections législatives, que le président du parti dont on s'arrangera, ou pour lequel on s'arrangera pour qu'il remporte les élections, ce chef sera toujours là, comme les Helmut Kohl, les Angela Merkel. Ce n'est pas quand même un truc qui est propre pour le Togo. Il y a d'autres pays qui pratiquent ce régime parlementaire. Et puis, même le Togo l'avait évoqué au cours de la conférence Nations souveraines à laquelle vous aviez activement pris part. Oui. Oui. Et le Togo a... Vous allez m'amener à dire certaines choses. Non, vous êtes ici pour éclairer la lanterne des Togolais, monsieur. Que je voulais vous dire, peut-être à la question suivante ou à une autre question, c'est que nous, à la conférence nationale, il y a des thèses qui se sont affrontées, et puis finalement, le régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel, c'est selon, a été choisi. Après de longs débats, y compris à la commission chargée de rédiger le projet de constitution. Donc, il y a eu débat. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a eu aucun débat. Et que ce n'est pas la volonté d'un groupe de députés que nous nous retrouvons avec une constitution dans les mains. Donc, il y a eu débat. Oui, c'est vrai, j'ai participé activement à la conférence nationale en tant même que membre du présidium. Donc, oui. Alors, monsieur le Président,
Et d'aucuns ont suggéré que vous puissiez faire des débats contradictoires avec les députés et autres. Oui. Mais vous avez décliné cela. Non. De quoi avez-vous peur? Vous avez constaté dans ma vie d'homme politique ou de responsable d'un parti politique que j'ai peur de quelque chose? Puisque les députés disent que la Constitution leur donne le plein droit de rester en fonction. Mais vous leur déniez cela. Vous savez que le débat qu'on aurait souhaité avoir, eh bien, on n'a pas été invité. En tout cas, moi, j'ai vu dans ma boîte de réception, ou non, c'est pas ma boîte de réception, sur mon portable, que j'ai été invité le matin. J'ai vu ça à 8h, 9h, pour un débat qui devait avoir lieu peut-être en ce moment-là. Être invité, pourquoi n'avoir pas pris la précaution d'écrire une lettre et puis de faire suivre, de téléphoner. Le débat citoyen dont vous avez décliné l'invitation la dernière fois? Je n'ai pas décliné d'invitation. C'est que je n'ai pas reçu l'invitation tôt pour pouvoir m'organiser. Vous savez, je suis maire. J'ai des rendez-vous. J'ai une journée organisée. Et quand je reçois une invitation comme celle-là, je regarde mon programme. Et si j'ai une réunion importante, je ne peux pas participer. Je ne veux pas mentir que je n'ai pas reçu l'invitation. Mais quand c'est aussi important, ça se fait par téléphone. On vérifie que vous avez bien reçu, ou bien on écrit une lettre. Ce débat pouvait être organisé. Et moi, lorsque j'ai vu les images, j'ai regretté de n'avoir pas été, mais je n'ai pas décliné, pas du tout. Parce que de n'avoir pas été là-bas, ça m'a empêché de donner des arguments. Parce que ça m'a fait de la peine de voir les difficultés avec lesquelles les défenseurs du changement de régime, donc les difficultés avec lesquelles qu'ils éprouvaient pour défendre cela. J'avais de la peine pour eux. J'ai vu des professeurs d'université parler d'instabilité au sujet du régime semi-présidentiel, alors qu'ils sont en train de proposer le régime le plus instable au monde. Le régime parlementaire? Le régime parlementaire. Pourquoi dites-vous que c'est le régime le plus instable au monde? Savez-vous comment ça se pratique? Oui, vous suivez l'actualité politique internationale. Vous savez que l'Italie pratique le régime parlementaire. Et que... La Grande-Bretagne. Non, attendez d'abord. L'Italie a des régimes, a des gouvernements, la plupart du temps qui ne durent pas un an. Un an. Et ces gens sont des professeurs d'université. Ils doivent connaître tout ça. Le régime le plus instable. D'ailleurs, le régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel est né de quoi? Est né de l'instabilité des gouvernements de la 3e République et de la 4e République en France. C'est pour la stabilité que ce système a été préconisé par le général de Gaulle. Donc, dire que le régime semi-présidentiel est un régime instable, je l'ai lu dans l'exposé des motifs. Et c'est budgétivore aussi, ça a été précisé. C'est budgétivore. Oui. Vous savez, c'est à court d'arguments qu'on sort ces choses-là. Ah bon? Oui. Vous allez finir par nous dire, finalement, il ne faut pas organiser des élections parce que les élections, ça coûte cher. La démocratie, ça coûte. La démocratie, ça coûte. Ah, Oui, mais, monsieur le Président, vous le dites si bien, mais les fondamentaux de la nouvelle loi qui est votée, pour laquelle aussi les députés sont entournés de consultations et autres, c'est pour arriver au régime parlementaire. Maintenant, ma question, si après adoption, le président Faure dit « Je suis out de tout ce jeu », est-ce que
en ce moment, le régime parlementaire serait bon pour vous? Je viens de vous dire que ça doit être adopté à l'issue d'un débat, pas d'un simulacre de débat, pas d'une parodie de débat, mais un débat sérieux. Et là, on verra. Mais là, nous dire que le chef de l'État va passer outre. Ou peut-être laisser le pouvoir. Oh non, on ne peut pas avoir qu'à perdre toute son énergie pour faire adopter ça là. Parce qu'en vérité, le chef de l'État, il trompe qui? C'est lui qui tire les ficelles de tout ça. Non, c'est une initiative prise, oui, Prise par indépendamment par les députés. C'est un groupe qui a fait la proposition. Non, mais monsieur le président. Excusez-moi. Si vous voulez croire ça, il est libre à monsieur Joachim Agbeti de croire ça. Mais personne n'est dupe. Le chef de l'État, si les je ne sais pas combien de députés. Les 19 députés avaient pris l'initiative. Ont pris l'initiative. Si ces 19 députés-là avaient dit quelque chose qui n'intéressait pas le chef de l'État ou dont le chef de l'État pensait qu'elle mettrait à mal la cohésion nationale, la cohésion sociale, si ces députés-là prennent cette initiative, le chef de l'État les arrêterait tout de suite. Alors, mais si UNI gagne, nous sommes toujours dans ce format, si UNI gagne les prochaines législatives et ouvre une concession dans ces circonstances, vous, en tant que président national de l'ANC, vous êtes pressenti ou approché à devenir le président dans un tel régime parlementaire. Monsieur Jean-Pierre Favre, allez-vous accepter? Ou bien seriez-vous prêt à accepter? Je crois que vous m'insultez. Pourquoi? Parce que je suis connu pour mon engagement politique. Je ne suis pas tenté par mon sort personnel. Je ne suis pas conduit, guidé par mon sort personnel. Sort personnel de président de la République potiche qui inaugure les chrysanthèmes. C'est pas ce que je pense bon pour moi pour apporter ma contribution à la construction de ce pays. Donc, je prendrai ça pour une insulte. Oui, mais si on se retrouve dans un schéma où il faut une coalition. Je ne peux pas contester le bien fondé de ce régime là et puis me prêter au jeu parce que on me propose d'être président de la République qui inaugure les chrysanthèmes. Non. Parlons un peu de la manifestation que vous envisagez. Alors, monsieur le président, quel est d'abord le but, ou je ne dirais pas le but, mais l'objectif précis de la marche, des marches que vous organisez? Premier objectif, sensibiliser les populations à ce qui se passe, au changement de régime. Et deux, leur demander d'exercer la pression nécessaire pour le retrait de ce régime. Du test qu'il propose? De retirer le test. C'est ça qu'il faut. Oui, mais vous Monsieur contestez le test alors que vous n'avez pas le contenu, ou bien vous l'avez par vos peut-être connaissances. Voilà. Ouais, nous avons été les premiers à ouvrir le feu, ouvrir les hostilités contre cela. Parce que nous avons et l'exposé des motifs et le texte de la loi, de la proposition de loi de révision constitutionnelle. Nous avons distribué ça à l'issue de notre conférence de presse, je crois du 15 mars dernier. Donc, nous avons le texte, nous l'avons lu. L'exposé des motifs, c'est à pleurer de chagrin. On dit que les jeunes, ils aiment la modernité, etc. Et vous savez, ce que les jeunes aiment, c'est quoi? C'est l'emploi.
Les jeunes qui sont là, ils aiment la modernité sans emploi, dans une situation de sans emploi. Non, donnez-leur de l'emploi, ils aimeront. Mais lorsqu'on pratique la dictature qui ne permet pas de créer des emplois, vous savez, je vous l'ai dit souvent ici, lorsque vous ne respectez pas les lois que vous vous donnez, ça se sait à l'extérieur. Quel est l'investisseur qui viendra investir au Togo pour créer une entreprise, pour embaucher du personnel, etc. Personne. D'accord. Parce que quand il ira au tribunal, il n'a pas la garantie judiciaire. D'accord. Devrions-nous lire aujourd'hui derrière la scène qu'une coalition est en train de naître, puisque ce n'est pas l'ANC seul qui appelle à manifester? Je vais vous dire quelque chose qui est plutôt sage. Quand vous parlez de ces choses, de coalition, etc., vous introduisez les éléments de la division. Parce que ces choses-là dont vous parlez sont comme ce qu'on appelle en mathématiques le plus grand commun diviseur. Vous vous souvenez du PPCM et du PGCD? Oui. En mathématiques, en 4e ou en 5e. Nous nous entendons bien, nous travaillons ensemble, c'est bien. Ce n'est donc pas une coalition électorale. Non, du tout. Pas du tout. Oui, mais la dernière fois, on vous a écouté également vous prononcer sur RFI par rapport à une question qui vous a été posée concernant Mme Adjamagbo. Et au regard de tout ce que vous avez dit, est-ce qu'il n'est pas temps d'enterrer la hache de guerre avec la DMP, surtout avec Mme Adjamagbo, en ce moment où l'opposition a besoin d'être unie, comme vous le dites, ou bien vous l'avez dit, et après le décès de Monseigneur Kodjo et d'Agboyome Kodjo? J'ai dit quelque chose aussi que vous n'avez pas évoqué. J'ai parlé de la rupture de confiance. J'ai dit que la confiance ne se décrète pas. Oui. Lorsque vous avez sciemment sali quelqu'un et qu'il ne vous est jamais venu à l'esprit de présenter des excuses publiques en disant finalement on est allé trop loin dans une stratégie qui a abouti à quoi? À rien, zéro. Il n'est jamais venu à l'esprit de ceux qui nous ont blessés profondément de dire certaines choses pour nous apaiser, de dire des choses parce que nous ne savons rien de ce dont nous avons été accusés. Alors, nous sommes là, nous travaillons avec nos camarades, mais lorsque la confiance est rompue, il faut lui laisser le temps de se construire. Et ça prendra le temps que ça prendra. J'ai dit aussi une chose. Vous savez, quand je dis quelque chose, je n'oublie pas. J'ai dit également la délivrance du Togo des griffes de la dynastie ou du système Gnassingbé ne nécessite pas le dénigrement, l'humiliation que l'on a voulu infliger à Jean-Pierre Fabre et à l'ANC. Délivrer le Togo, on peut le faire sans insulter ou sans mentir. Donc, est-ce que le temps n'a pas assagi, monsieur tout le monde? Pas assagi, nous sommes sages. Non, pas vous nécessairement, mais monsieur le président. Et donc, si la confiance est rompue, ouais. Est-ce à dire que si les Togolais vous votent la DMP et qu'une certaine coalition doit naître au niveau du Parlement à cause de cette rupture de confiance, ce ne serait pas possible d'être ensemble avec la DMP? Laissez les choses arriver. Ouais, vous posez une question importante. Les coalitions ou les regroupements, dans la plupart des pays, se font après les élections. Au Togo, on essaie de le faire avant, rendant la chose pratiquement impossible.
Donc vous avez soulevé un problème important. Et vous savez, vous me forcez à dire des choses, le fond de ma pensée. C'est des choses que je ne veux pas dire. Et je dis, si la confiance est rompue, demain, à l'Assemblée nationale, ensemble, que sais-je de ce qui va être fait de la création d'une coalition? Qu'est-ce que nous allons en faire demain? Ceux qui seront membres de cette coalition, quelle attitude vont-ils adopter? Ce sont des questions importantes qu'il faut se poser au lieu de se ruer sur les gens et de leur demander mettez-vous ensemble, mettez-vous ensemble, mettez-vous ensemble. C'est pas de ça qu'il est question. C'est qu'est-ce que vous allez faire ensemble. D'accord. Mais quand même, vous tous qui êtes acteurs politiques que nous recevons ici tout le temps, que ce soit du parti au pouvoir ou bien de l'opposition, vous êtes tous des chrétiens et la vie chrétienne mérite aussi le pardon. Attends, laissez-moi. Fait appel aussi au pardon. Un instant. Vous savez. Oui. Vous ne vous souvenez certainement pas. Aux obsèques de Patrick Lawson, devant le cercueil, j'ai dit ceci. Patrick, nous avons pardonné. Nous avons pardonné. Mais nous n'oublierons jamais. Mais le pardon, c'est pas seulement dans les moments. Le pardon, ce n'est pas l'oubli. Le pardon, ce n'est pas l'oubli. Nous n'allons pas épiloguer sur cela. 92 02 80 63 99 70 70 90 pour 2 ou 3 auditeurs qui voudront aussi participer au débat. Alors, Monsieur le Président, nous avons Monsieur Gallo. Monsieur Gallo, bonjour. Allô, bonjour, Jacques. Une seule question, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Bonjour, mon président. Bonjour, Monsieur Gado. Bon, vous savez, mon président, Jésus même n'a pas pardonné tout le monde. Sinon, il n'allait pas chasser les gens dans l'église et battre les gens. Bon, moi, ce que je vais demander, Monsieur le Président, est-ce que le chien va toujours aboyer et la caravane va passer comme d'habitude? Merci, bonne journée. Oui, Monsieur le Président, vous lui apportez les éléments de réponse? D'où? Est-ce que le chien va continuer à aboyer et la caravane va passer? Nous faisons en sorte que la caravane s'arrête. C'est l'objectif des manifestations prévues. D'accord. Alors, Monsieur Pelé, bonjour. Oui, allô. Oui, une seule question, s'il vous plaît. Enfin, vous avez sonné, je pardonne. Vous avez sonné parce que l'histoire va se répéter. Chez moi, il dit et nous, on a adopté ton règlement. En 89, le RPP est devenu. Oui, monsieur, voilà, vous avez corrigé, c'est unir aujourd'hui. Sinon, prochainement, si vous vous mettez à dire encore RPT unir, nous serons obligés de vous retirer le micro, s'il vous plaît. Ok. En 89, le RPT d'alors a fait le maillage. Et il y avait le 7 octobre. Unir a fait le maillage avec Madame Awanana qui avait quitté Akadam. Aujourd'hui, l'heure a sonné pour que pour la troisième fois, le RPT ne va pas plus. Merci. Oui, mais décidément, Monsieur Pelé, il faut changer ou corriger ce langage, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, on recueille le deuxième intervenant. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Komi. Oui. Les représentants du peuple tirent leur légitimité autour de l'article 51 de la Constitution, qui leur donne mandat pour 6 ans. Et que le 52 dit les élections ont lieu 30 jours avant l'expiration de leur mandature. Ça veut dire que ce n'est pas l'alinéa là n'est pas facultatif, c'est obligatoire, un caractère impératif. Maintenant, arrivé à leur terme, ils n'ont pas donné d'explication qui motive la non-tenue des élections. Ça prouve à suffisance que c'est délibérément, ils n'ont pas organisé les élections. Donc, alors, la question. Allô? Oui, la question. La question vient parce que là, ils tombent dans l'illégalité, dans l'illégitimité. Mais ils se positionnent sur un autre alinéa
du 52 pour dire qu'il reste en fonction, or qu'il devait déjà organiser les élections pour que les remplaçants viennent. Maintenant, ils viennent de... Oui, mais si les élections ne sont pas organisées, est-ce la faute aux députés? Et pendant que l'article dit il reste en fonction, devrait-il vider le Parlement? C'est-à-dire que... Alors, vous avez été bien compris quand même, M. Komi, puisqu'il y a d'autres également qui veulent participer au débat. Alors, M. le Président, pour Pelé, il y a eu de maillage de par le passé. Cela a suscité des remous, bien des problèmes dans... il y a eu, par exemple, selon lui, en 89, RPT a fait le maillage du territoire. 5 octobre est arrivé. On a fait le maillage en 2015. Tikpe Achadam est arrivé. Et bon, voilà, du coup, si on fait encore des consultations maintenant, c'est comme si il serait un oiseau de mauvais augure. Réellement, j'ai pas très bien compris la préoccupation de Pelé. Oui, je n'ai rien compris. Mais bon, je dis, il a dit qu'il est temps de pardonner. Je dis, j'ai déjà pardonné. D'accord. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Je suis, et comme vous l'avez dit, nous sommes chrétiens. On a pardonné. Si on ne pardonne pas, on a pardonné. D'accord. Et sur cela, vous avez été clair, vous l'avez dit, vous avez déjà pardonné. Mais monsieur, comme il le dit, l'élection devrait avoir lieu 30 jours avant la fin du mandat. Cela, selon lui, si Yama n'a pas été organisé, aucune explication n'a motivé cette absence d'élection, selon lui. Oui, moi, je suis d'accord avec lui. Dit que les députés restent en fonction. Oui. Si l'élection n'a pas été organisée, est-ce la faute aux députés? Non. Mais enfin, c'est la faute aux députés. Il ne faut pas non plus essayer de... les députés, ils sont dans une majorité unir. Ils sont dans une majorité unir. Donc, c'est pas leur faute. Unir est un parti qui fonctionne. Ils ont des réunions. Ils doivent dire il faut organiser rapidement les élections parce que nous tomberons dans l'illégalité. Si le chef de l'État tout de suite vous appelle, M. Jean-Pierre Favre, qu'avez-vous à lui dire? Et ce serait la fin de notre émission. Par rapport à la nouvelle constitution. Je lui demanderai de retirer. Il ne peut pas se fabriquer une constitution par ruse pour rester au pouvoir. Et je lui dirai, Monsieur le Président, il faut retirer le test pour apaiser la tension dans le pays. Et si ce n'est pas l'Assemblée qui vous invite, mais c'est lui-même qui prend l'initiative, l'ANC est-elle prête à le rencontrer pour lui faire part de ses propositions? Bien sûr. Et il manifesterait une volonté d'apaiser la crise. Mais j'ai quelque chose à dire. Et ce serait rapidement la fin. Aux députés. Vous savez, on essaye de se dire honorable. Mais honorable, il faut le mériter. Honorable, ça veut dire digne d'honneur. Il faut mériter le titre qu'on s'octroie de honorable. Couvrir un coup de force n'est pas honorable. Couvrir un coup de force n'est pas honorable. Adopter nuitamment un test n'est pas honorable. Ce n'est pas la première fois, les budgets ont toujours été votés dans la nuit profonde. La loi pour les journalistes, le code de la presse, ça a été voté la nuit profonde. Oui, donc ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Jean-Pierre Favre, nous voudrons vous dire merci d'être venu chez nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bon, ces émissions sont toujours un peu courtes parce qu'on n'arrive pas à dire tout ce qu'on a prévu de dire. Mais bon, il vaut mieux dire un peu de ce qu'on pense que de ne rien dire du tout. Vous avez bien conclu.